J'espère que vous êtes bien installés. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. Mais aujourd'hui, nous allons partir pour une rétrospective de mon année de lecture 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est, vous devez le savoir, l'une des vidéos que je préfère tourner chaque année puisque c'est donc mon top flop des lectures de l'année précédente. Et oui, comme tout le monde, en début d'année, j'aime bien faire une sorte de petit bilan, un petit point complet sur les lectures qui m'ont le plus transporté l'année précédente, mais aussi de rappeler un petit peu les quelques déceptions livresques que j'ai pu avoir. Parce que je ne cesse de le dire sur cette chaîne, la vie d'un lecteur, c'est d'avoir des bonnes lectures, mais aussi parfois tomber sur des romans qui nous conviennent un peu moins. C'est donc pourquoi j'ai fait le choix personnellement de vous parler sur cette chaîne de toutes mes lectures, qu'elles soient bonnes ou parfois franchement mauvaises. Je vais également profiter de cette vidéo pour revenir sur mon année passée sous forme de quelques chiffres, de quelques statistiques. Et puis j'ai aussi prévu quelques petites résolutions livresques, dirons-nous, pour l'année qui arrive. Bref, installez-vous confortablement, on va passer tout ça en revue. Je vous propose du coup que l'on commence un petit peu par les chiffres de l'année passée pour ensuite passer à mon top flop et enfin terminer sur mes petites résolutions. Alors la question que tous les lecteurs sont en train, j'ai l'impression, de se poser en ce moment est donc de savoir est-ce que l'on a lu en 2022 plus qu'en 2021. Et pour ma part, eh bien, je dois reconnaître que lorsque j'ai fait le comparatif des chiffres entre 2021 et 2022, je me suis rendu compte que j'étais ultra régulière. Alors que pour autant, je pensais franchement qu'en 2022, j'avais beaucoup moins lu que l'année précédente. Mais les chiffres sont là et parlent d'eux-mêmes. Donc, si je dois parler en termes de chiffres précis, en 2022, j'ai donc lu 97 livres. Alors, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que ce chiffre ne représente pratiquement que des romans, car je lis très peu de BD, de romans graphiques, je ne lis pas de manga. Donc à une ou deux exceptions près, ce sont donc 97 romans qui sont passés entre mes mains cette année, et en 2021, j'en avais lu 101. Alors j'avoue qu'au départ, j'aurais franchement aimé et j'espérais passer au moins la barre des 100 lectures en 2022. Mais voilà, je me dis que je ne suis pas si loin que ça. Et puis, il faut aussi prendre en compte un autre paramètre qui est le nombre de pages. Et là, vous allez voir que c'est assez surprenant puisqu'en 2022, j'ai donc lu très exactement 34 798 pages, alors qu'en 2021, j'en avais lu 34 948. Donc oui, mesdames et messieurs, en 2021, j'avais lu 4 livres de plus qu'en 2022, mais en termes de nombre de pages, à moins de 200 pages près, nous sommes sur une égalité quasiment parfaite. Quand je vous disais que j'étais hyper régulière, je me suis surprise moi-même. Il faut dire que cette année, je n'ai pas eu peur d'attaquer certaines grosses pavasses, je pense entre autres au fléau, mais pas que. Mais il est vrai que plus les années passent et plus je me suis débarrassée de cette peur, de cette appréhension de me lancer dans des pavasses, et je dois même reconnaître que plus ça va et plus j'apprécie ce type de bouquin. Du coup, même si durant cette année, j'ai plusieurs fois eu ce sentiment, cette impression de lire beaucoup moins que l'année précédente, et surtout cette impression d'être parfois un peu frustrée parce que j'avais le sentiment de ne pas arriver à me dégager assez de temps pour lire, et bien finalement je me rends compte grâce à ces chiffres que je m'étais un peu fourvoyée, que je m'étais fait une fausse idée, et que malgré tout, malgré la vie, le quotidien, la charge de travail, en 2022 j'ai lu pratiquement autant qu'en 2021, et que je m'étais du coup peut-être juste personnellement mis des attentes plus hautes. Et je dois reconnaître que ce bilan final me réconcilie un petit peu, on va dire, avec moi-même et avec mes objectifs, et je me rends compte que j'ai fait une année de lecture pas si mal que ça. Alors, si on doit continuer un petit peu au niveau des statistiques, il faut savoir donc que les mois
où j'ai le plus lu cette année. Ce sont donc les mois de février avec 11 livres. Je suis en train de me dire que c'est hyper surprenant parce que le mois de février en plus est plus court que les autres mois. Je sais pas ce qui s'est passé ce mois-là pour que j'en lise autant. À mon avis, comme c'est un petit mois, je pense que j'avais misé sur des petits romans. Ensuite vient également le mois de mai avec 13 lectures, puis le mois d'août avec 11 lectures qui s'expliquent par le côté c'est les vacances, on a plus de temps pour bouquiner. Quant aux mois durant lesquels j'ai le moins lu, il s'agit tout d'abord du mois de mars avec seulement 5 lectures. Que s'est-il passé en mars ? Je ne sais pas, mais apparemment le planning était bien chargé, ainsi que le mois d'octobre avec 6 lectures. Et sans grande surprise, j'ai envie de dire, les genres que j'ai le plus lus en 2022, ce sont bien sûr en tout premier les thrillers avec très exactement 32 titres, suivi, et là c'est peut-être un peu plus étonnant, par les romans contemporains avec 18 titres, et ensuite les romans policiers avec 17 titres, et vous aurez donc compris, tous les autres vont dans diverses catégories telles que le fantastique, la fantaisie, les témoignages, et que sais-je, bref, tous les autres genres littéraires possibles et imaginables. Encore que je doute d'avoir lu une romance en 2022. C'était donc mes petites statistiques de lecture pour l'année 2022 et comme je le disais, je ne m'attendais pas forcément à ça et en même temps, je suis personnellement plutôt contente de mes résultats. Donc voilà, je croise juste les doigts pour arriver à passer ce petit cap symbolique des 100 lectures en 2023. Mais bon, pas de pression, hein. Si j'y arrive, tant mieux, et si pas, bah ma foi, c'est pas non plus ça qui changera radicalement ma vie. Et puisque les chiffres et les statistiques à la base, ce n'est vraiment pas mon truc, je vous propose que l'on passe désormais à ce qui, je suppose, vous intéresse le plus, à savoir mon top flop 2022. Alors j'ai dû opérer quelques choix dans les titres que j'allais vous présenter parce que j'ai tout simplement pris toutes mes lectures de l'année passée, j'ai regardé pour mon top toutes les lectures auxquelles j'avais mis 18 ou 17 sur Livre Addict. Et il s'avère que j'avais très exactement 16 titres. Or, 16 tops, ça aurait fait beaucoup trop, donc j'ai vraiment sélectionné les 10 titres qui m'ont le plus marqué, les 10 titres qui me sont restés le plus en mémoire, et soyons clairs, les 10 titres sur lesquels j'avais franchement envie d'en remettre une couche supplémentaire. Quant au flop, là encore, j'ai pris tous les romans qui avaient reçu les pires notes en 2022, c'est-à-dire soit 12 sur 20, soit 13 sur 20, et là encore, j'en avais un peu trop. Donc j'ai décidé de n'en sélectionner que 8 entre guillemets. Vous l'aurez donc compris, cela fait tout de même 18 titres à vous présenter, donc je vais éviter de m'étaler trop sur chacun de ces titres. Si vous suivez la chaîne, vous devez le savoir, comme chaque année, je les ai classés dans des catégories aux intitulés un peu improbables, totalement de mon cru personnel. Il n'y a d'ailleurs pas de classement d'ordre de valeur dans ces différentes catégories. Et comme je suis du genre à préférer terminer sur une note positive, je vous propose que l'on démarre donc avec mes flops 2022. Et la première catégorie de mes flops s'intitule « Gros loupé d'un auteur chouchou ». Et je pense qu'à quelque chose près, on avait déjà un intitulé similaire l'année dernière dans lequel j'avais mis, je pense, « Orpheline » de Franck Buis. Et cette année, j'ai donc mis dans cette catégorie l'unité alphabet de Jussi Adler-Olsen. Et oui, Jussi Adler-Olsen est un auteur que j'aime beaucoup, que je lis très régulièrement, mais que je lis jusque-là principalement avec sa saga du département V, que vraiment j'adore. C'est du roman policier danois, je crois que c'est danois si je ne dis pas de bêtises, dans lequel on retrouve à chaque tome cette équipe hyper attachante composée donc de Assad, Rose et Karl Mork. Et ouais, c'est vraiment une saga que j'adore. Et du coup, cette année, plutôt donc l'année passée, en 2022, j'avais décidé de découvrir son seul one-shot, ou en tout cas son seul one-shot traduit en français, qui est donc l'unité alphabet et qui s'avère également être finalement
le premier roman que l'auteur avait écrit. Un roman que j'avais d'ailleurs lu en lecture commune avec Virginie, et une fois de plus, merci Virginie d'avoir fait cette lecture avec moi, parce que je pense que sans notre LC, j'aurais probablement abandonné ma lecture et je ne serais absolument pas arrivée au bout. Oui, parce que malheureusement, l'unité alphabet a été pour moi une lecture franchement ennuyeuse, voire par moments un peu fastidieuse. Contrairement à cette saga du département V, ici on va être dans un roman historique qui va nous plonger au cœur de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel on va donc suivre 2 soldats de l'armée britannique qui vont, par un truchement de hasard, se faire passer pour 2 hauts dignitaires SS qui vont être emmenés dans une unité médicale spécialisée dans laquelle on était censé prendre soin justement de ces hauts gradés qui avaient des petits troubles mentaux, et de là va découler toute une histoire. Et malheureusement l'histoire a mis beaucoup trop de temps à se mettre en place. Le fond d'histoire manquait, je trouvais, d'intérêt et d'entrain. Tout était assez long, lancinant, et malheureusement, je n'ai pas réussi à m'attacher à ces 2 pauvres Britanniques perdus au milieu d'un clan de SS, et c'est quand même bien dommage. Non, vraiment, il y avait peu d'éléments auxquels j'ai réussi à me raccrocher dans ce roman. Donc, comme je l'ai dit, heureusement que je l'ai lu en lecture commune avec Virginie et que l'on s'est un petit peu entre-motivé, parce que, ouais, sincèrement, sans ça, je pense que j'aurais refermé cette lecture, arrivé peut-être à la moitié du bouquin. Comme quoi, une fois de plus, hein, même avec des auteurs que l'on a l'habitude de lire et que l'on adore, parfois il peut y avoir des petits loupés. La seconde catégorie de mes flops 2022 s'intitule « J'ai pas compris la hype générale ». Et sans grande surprise, j'ai donc mis dans cette catégorie le roman La Sainte Touche de Jamel Cherigui. Un roman que j'ai donc lu il y a peu de temps et chroniqué également il y a peu de temps sur la chaîne, donc je ne vais pas revenir très longtemps dessus, mais c'est vrai que c'est un roman qui à la base me faisait vraiment hyper envie. Il m'avait donc été très gentiment donné par mes beaux-parents, et j'en avais entendu beaucoup de chroniques très positives, que ce soit dans la presse écrite, dans la presse télévisée, etc. Vraiment, j'avais l'impression que tout le monde était unanime sur ce roman. En plus de ça, l'auteur est un épicier roubaisien, donc un homme qui vit assez près de chez moi. Tout ça faisait vraiment que j'étais hyper emballée, et finalement, je crois que rien n'a trouvé grâce à mes yeux dans ce roman. Je pense pouvoir dire que c'est ma pire lecture de 2022. Je n'ai aimé ni le fond, ni les personnages, ni le traitement des personnages, ni même cette pseudo-fin qui présentait pour moi en plus de ça des aspects franchement très discutables. Pourtant, ma lecture avait bien débuté. Ce personnage du jeune homme un peu perdu qui quitte le nid familial et qui grébouille de temps en temps comme ça des petits morceaux de poésie avait vraiment de quoi me plaire, me promettait vraiment une histoire sympa et originale, et finalement ça fait, comme dirait mon fils d'1 an et demi, badaboum. Une chute vertigineuse de la première ligne à la dernière, et ouais, malheureusement, vraiment, je n'ai pas apprécié cette lecture. Alors je croise les doigts très fort, parce qu'en 2023, je vais essayer de lire son second roman qui m'a également été gentiment passé par mes beaux-parents. Bon bah là, ce sera ça passe ou ça casse, hein. C'est soit ça remonte vraiment l'auteur dans mon estime personnelle, soit ce sera la fin de tout avec lui. La troisième catégorie, je l'ai intitulée « Un super concept malheureusement gâché » et dedans, j'y ai mis 2 gouttes d'eau de Jacques Expert. Malheureusement, il me semble que Jacques Expert devient un peu un habitué de mes flops. Promis monsieur, vraiment, je n'ai rien contre vous. Au contraire, ce qui m'énerve entre guillemets avec cet auteur, c'est que je le mets dans ma catégorie personnelle des auteurs grand 8. Ce sont ces auteurs qui sont capables de me proposer des titres qui vont me plaire à fond les ballons, qui vont m'embarquer, qui vont savoir me convaincre, et à côté de ça, qui par moments me proposent aussi d'autres titres qui sont
parfois pour moi de vraies catastrophes. Dans le genre, je mets également dans cette catégorie Michel Bussy ou encore Aurélie Valognes. Et Aurélie Valognes, on en reparlera plus tard. Toujours est-il donc qu'avec Deux gouttes d'eau, on était avec un pitch de départ qui franchement m'envoyait du lourd, puisque l'auteur nous dit, voilà, situation de départ, nous avons une femme qui se fait trucider chez elle. La police va donc regarder les bandes de vidéosurveillance autour de chez elle, et là, bingo, on voit un type sortir de son appartement avec du sang sur ses vêtements, un couteau qu'il jette dans les égouts près du lieu de résidence de la victime. Faut pas être sorti de HEC pour se dire ok, c'est lui qui a fait le coup. Du coup, les flics arrêtent le suspect en question, sauf que voilà, lorsque le jeune homme, qui est d'ailleurs le petit ami de la victime, est emmené au poste de police, il soutient mordicus que ce n'est pas lui le coupable, mais que le type qui a fait cela n'est ni plus ni moins que son frère jumeau, qui est une sorte de double maléfique qui ne lui veut que du mal depuis qu'ils sont tout gosses. On fait donc venir le frère jumeau en question, et là, je vous le donne en mille, malheureusement, les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau, bah oui, parce que sinon, le titre n'aurait pas de sens. Et en plus de ça, vraiment, manque de bol de chez manque de bol, les deux ont une maladie génétique ultra rare qui fait qu'ils n'ont pas d'empreinte digitale. Autant dire impossible de différencier les deux loustiques. Alors je pense que vous allez être d'accord avec moi, hein, ce pitch de départ est juste génial, j'adore l'idée de base. Malheureusement, tout le roman tourne très vite en rond. J'ai eu le sentiment que l'auteur ne faisait que rallonger la sauce pour rallonger les pages sans grand intérêt, le tout pour un final franchement plutôt décevant. Et alors, petite cerise empoisonnée sur le gâteau, l'histoire est servie par un inspecteur et son adjoint, deux personnages puants au possible, vraiment deux types lourdingues, à l'humour gras, misogyne, raciste et tout ce que vous voulez. Deux personnages vraiment que j'ai détestés de bout en bout. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez récurrent chez Jacques Expert d'avoir des personnages assez exécrables, assez détestables. Alors parfois cela sert l'histoire. Je me souviens par exemple dans le roman Qui, que j'avais adoré, ou encore dans le très bon aussi Ce soir j'irai tuer l'assassin de mon fils, pareil, dans lequel on a quand même un personnage que l'on aurait bien envie d'étriper, mais pour le coup c'était vraiment utile à l'histoire. Et à côté de ça, parfois il nous pond des personnages qui sont au centre de l'histoire et qui ne sont pas forcément censés incarner le côté maléfique, sauf que ces personnages-là sont juste exécrables à souhait. Et c'est ce que j'ai eu, entre autres, dans Deux gouttes d'eau. Donc ouais, vraiment une histoire de base qui me promettait un truc exceptionnel, et là encore, badaboum. Le soufflet n'a pas tenu, madame. Pas 2 secondes. La 4e catégorie s'intitule « La taille ne compte pas, mais quand même ». Je vous vois là, pouffer de rire derrière votre écran. Oui, là, tous ceux qui ont l'esprit mal placé. Je parle de taille de livre. Donc vous vous en doutez, dans cette catégorie, j'ai donc mis un livre, j'allais dire un roman, mais non, c'est un conte tout rikiki. Et il s'agit donc d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. J'avais très envie de le découvrir tout simplement par curiosité pour ma culture personnelle. Je vous avoue que je ne partais pas extrêmement enjouée ni confiante par rapport à cette histoire, parce que bien qu'étant une grande fan de Disney, Alice au Pays des Merveilles fait partie des quelques Disney que je n'apprécie pas forcément et que je ne revisionne pas parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dedans. Je le mets dans la même catégorie, ou la même veine en tout cas, que Dumbo ou encore Bambi. Si toi aussi tu as grandi dans les années 90 et que tu as été biberonné aux films Disney, je pense que tu vois tout à fait de quoi je veux parler. Mais comme je sais que les studios Disney prennent parfois de très grandes libertés par rapport aux œuvres originales, je me suis dit, découvre quand même le conte à la base de ce dessin animé, peut-être sera-t-il très différent. Et malheureusement, ça ne l'a pas non plus fait. Trop de loufoquerie, trop de what the fuck, une histoire qui part
tellement dans tous les sens et tellement parfois dans l'absurde. Non, là c'était vraiment trop pour moi. Rajouter à ça en plus le côté glauque et malsain lorsque l'on sait dans quel contexte a été écrit cette histoire, pour qui, pourquoi, et surtout lorsque l'on sait du coup quel type de personnage était ce charmant Lewis Carroll. Tout ça a fait que vraiment je suis très heureuse d'avoir lu ce conte pour ma culture personnelle, mais je ne peux pas dire que ce fut un bon moment de lecture. La 5e catégorie s'intitule un peu plus d'invraisemblance avec votre too much. Oui, je le répète assez souvent sur la chaîne, mais moi, les invraisemblances et je t'en rajoute une couche pour le côté hollywoodien et pour l'action, même si ça n'a aucun sens, c'est typiquement le genre de choses qui me dérange de plus en plus d'ailleurs dans mes lectures, en tout cas dans des lectures qui sont censées avoir un cadre un minimum réaliste. Et c'est donc pourquoi j'ai mis dans cette catégorie, et là je sais que je ne vais pas me faire que des amis, le dernier message de Nicolas Beuglet. Je suis désolée, je sais que énormément de lecteurs adorent cet auteur, ont adoré cette lecture, et je suis la première à reconnaître que ce fut une lecture hyper divertissante, très addictive, qui se lit très bien et très vite. Mais sérieusement, à quel moment on peut croire en tant que lecteur que ce qu'on lit puisse arriver dans la vraie vie? C'est juste impossible. Et c'est quelque chose que j'avais déjà noté chez Nicolas Beuglet, dans d'autres de ses romans précédents, parce que je commence à en avoir lu pas mal de lui, je pense que j'en ai lu 4, 5. Et c'est vrai que parfois, pour relancer un petit peu son histoire, son action, et pour entraîner le lecteur dans ses aventures, il n'hésite pas à en mettre de grosses louches dans le genre film américain hollywoodien. Alors c'est très sympa, hein, ça pète dans tous les sens, c'est hyper entraînant. Vin Diesel et compagnie, vous avez compris le principe, mais j'avoue que moi, dans ce type d'histoire, dans ce type de roman policier, ça a de plus en plus de mal à passer. La 6e catégorie s'intitule tout simplement Nawak est chiant. Oui, je sais, avec les années, je me prends de moins en moins le chou pour trouver mes intitulés, mais après tout, c'est ma chaîne et je fais encore ce que je veux dessus. Et j'ai donc mis dans cette catégorie le titre Aurore boréale d'Assa Larsson. Là encore, je me souviens que pourtant le pitch de base me tentait beaucoup, puisque on allait être avec un thriller qui se déroule, je ne sais plus, en Suède, en Islande, au Groenland peut-être. C'est pas impossible que ce soit carrément au Groenland. Bref, dans ces pays là-bas où il fait très peu jour et où tout est recouvert de neige, le tout sur fond de communautés sectaires et de mystères comme ça, un peu familial et compagnie. Et malheureusement, le gros problème de ce roman, c'est que c'était n'importe quoi. C'est que ça partait dans tous les sens, que ça manquait franchement de liant. Je me souviens qu'au début de ma lecture, je n'arrivais même pas à identifier qui était le personnage principal. Ça partait tellement dans plein de directions que je me disais, mais attends, je suis qui là en fait ? Sachant qu'en plus de ça, ce titre fait partie d'une saga avec un personnage récurrent. Ça, je l'ai appris après, mais du coup, si je l'avais su avant, ça m'aurait peut-être aidé à identifier un petit peu mieux le personnage principal. Je me souviens aussi de dialogues qui, là encore, étaient parfois sans queue ni tête, n'avaient pas vraiment de réalisme, ne sonnaient pas vrais, et des personnages auxquels je ne me suis pas non plus attachée parce que l'auteur n'a pas pris le temps de les installer, de les poser, de les développer. Mais vraiment, ouais, le sentiment principal qu'il me reste, c'est que j'ai eu l'impression que l'auteur était parti un petit peu de plusieurs idées comme ça, plic-ploc, qu'elle avait essayé de tout mettre ensemble, mais sans chercher à forcément connecter les différents éléments. Et du coup, j'avais l'impression de lire quelque chose, des fragments d'idées, sans lien entre eux, et c'est dommage parce que, à contrario, je me souviens d'une ambiance, pour le coup, polaire, glaciale, scandinave, très réussie, mais c'est dommage parce que, là encore, à part l'ambiance, il n'y a pas grand chose qui est trouvé grâce à mes yeux dans cette histoire. La 7e catégorie, je l'ai intitulée « Premier essai d'un jeune auteur qui veut trop bien faire ». Et pour cela, j'ai mis dedans
Black Sunday de Thomas Harris. Thomas Harris qui est donc l'auteur de la très célèbre saga autour du personnage d'Hannibal Lecter. Black Sunday est donc, vous l'aurez compris, le premier roman qu'il avait écrit et que j'ai lu personnellement là en fin 2022. Et malheureusement, ça n'a vraiment pas été une réussite non plus. Pourtant, ce roman n'est pas très gros, mais j'ai l'impression que je l'ai traîné sur des semaines et des semaines. Principalement, je pense, parce que les thématiques, finalement, qui étaient abordées ne m'intéressaient pas. Et surtout, l'auteur s'est perdu dans des descriptions de certains éléments, de certaines thématiques. Beaucoup trop importante et détaillée. Black Sunday, pour rappel, c'est donc l'histoire d'une tentative de mise en place d'un attentat aux États-Unis durant la finale du Super Bowl. Et on va donc suivre les préparatifs de cet attentat qui est censé être donc perpétré par un Américain ainsi qu'avec 2 Palestiniens. Et par moments, vraiment, c'était too much. C'était too much dans les explications autour des différents, on va dire, services secrets des États-Unis, du Mossad, de la Palestine, etc. Beaucoup trop de descriptions pour tout ce qui était des engins gonflables et volants dont je n'avais absolument rien à faire et surtout auxquels la plupart du temps je ne comprenais absolument rien. Je ne suis pas ingénieur en aéronautique et je pense que malheureusement la plupart des lecteurs ne le sont pas non plus et ouais, lire ça c'était vraiment parfois franchement indigeste et puis au-delà de ça le fond de l'histoire est trop, je sais pas, trop lancinant, pas d'éléments auxquels me raccrocher, là encore des personnages qui m'ont laissé assez de marbre et le tout a fait que pour moi c'était une histoire assez ennuyeuse et j'avoue que malheureusement je n'en retiendrai pas grand chose. Ah, et je me souviens aussi que pour le coup les 3/4 du roman étaient très longs, très chiants et que par contre la fin se termine en 2 pages. Vraiment un premier essai pour moi plutôt raté, mais heureusement la preuve en est que l'auteur s'est franchement amélioré par la suite parce que pour ce qui est de la saga d'Hannibal Lecter, donc j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, là pour le coup j'ai beaucoup aimé. Et enfin je terminerai ma présentation des flops 2022 avec la 8e catégorie que j'ai donc intitulée Trop de clichés, tu le cliché. Là encore, c'est un point négatif que je relève régulièrement dans mes lectures. En tout cas, c'est vraiment un élément qui pour moi est signe de négatif dans une lecture. C'est lorsque l'auteur fait preuve de facilité et de clichés. Et alors quand il en fait preuve à outrance, vraiment, ça a beaucoup trop de mal à passer avec moi. Et ce fut le cas avec Minute Papillon d'Aurélie Vallogne. Alors Aurélie Vallogne, c'est vraiment une auteure que je lis en général très souvent en été parce que c'est des petites lectures légères, faciles, qui passent bien. En règle générale, même si c'est jamais des coups de cœur de dingue, ça va, ça passe plutôt bien. Mais j'avoue qu'avec Minute Papillon, là, je suis tombée sur un os. Pour rappel, donc, dans ce titre, on va suivre, dans mes souvenirs, une quarantenaire qui va voir son seul et unique fils quitter le nid familial. Du coup, elle se retrouve un peu désœuvrée parce qu'elle est toute seule. Et par un truchement de hasard, elle va se retrouver à être employée au service d'une vieille dame qui vit dans un appartement parisien, qui n'en sort pas, une vieille dame assez taiseuse, taciturne, voire un brin mégère par moment, qui vit également avec sa fille, qui a à peu près 40 ans aussi, qui elle est vraiment le stéréotype de la connasse parisienne. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. Vraiment, c'est le stéréotype de la bourgeoise parisienne qui passe sa vie à donner des représentations, qui ne voit les gens qui l'entourent que comparativement à leur compte en banque et qui traite à peu près tout le monde comme du caca. Et bref, de façon globale, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait beaucoup trop de clichés dans tous les aspects de cette histoire. C'est simple, j'avais l'impression d'être dans un épisode d'Emily in Paris. Oui, j'ai tenté de regarder Emily in Paris. Forcément, ma belle-sœur étant américaine et s'appelant Emily, je ne pouvais pas passer à côté.
j'ai tenu à peu près un épisode et demi. Trop c'est trop. Et là c'était le cas. Je peux pas dire que ça a été une lecture non plus hyper pénible, hyper désagréable. Mais très sincèrement, j'ai passé mon temps à lever les yeux au ciel. Et vous voyez, malheureusement aujourd'hui, pratiquement la seule chose qui me reste de cette lecture, c'est le mot cliché en paillettes qui clignote dans tous les sens. Bon, et puisqu'il n'est jamais très sympathique de parler de choses plutôt négatives, je propose que l'on s'arrête donc là avec ces déceptions livresques que j'ai pu avoir en 2022. C'est comme ça arrive. Existe-t-il des lecteurs qui n'ont que de super lectures? Si c'est votre cas, donnez-moi votre recette, votre formule magique, parce que j'adorerais que ce soit aussi le cas pour moi. Maintenant, on met ça de côté, on les oublie, on fait table rase, et on prie très fort pour que 2023 soit un cru exceptionnel. Et histoire de rendre cette vidéo désormais un peu plus sympathique et fun, je vous propose que l'on passe à mes tops 2022. Et ma première catégorie de ces tops 2022, je l'ai intitulée le retour du chouchou, et non pas le retour du Jedi. Je vous entends là déjà, les fans de Star Wars. Allez vous faire désintoxiquer le cerveau. J'ai donc mis dans cette catégorie Comme un chien de Jack Ketchum. Alors pour rappel, durant la première semaine du Black November, j'avais donc lu 2 titres de Jack Ketchum. Le premier qui était Cache-cache effroyable, qui n'avait pas été pour le coup une super lecture, qui aurait presque même pu se retrouver d'ailleurs dans mes flops. Et également Comme un chien, qui pour le coup, mon dieu, a été une lecture absolument bouleversante. Petit pitch de ce roman, on va donc suivre une jeune fille qui, depuis son plus jeune âge, est embarquée par sa mère dans différents concours et différents castings pour décrocher des rôles dans des petits films, des pubs, etc. Bref, la gamine est mise sous les feux des projecteurs depuis son plus jeune âge pour engranger des contrats et ramener de l'argent à la maison. Ce qui fait que finalement, c'est donc la gamine qui fait vivre toute la famille. Situation familiale malsaine, bonjour. Malgré tout, les choses se passent plus ou moins bien dans cette famille composée donc du père, de la mère, de la gamine en question ainsi que de son frère. Il faut savoir que cette jeune fille a une chienne avec qui elle entretient vraiment un lien très fort et très particulier, puisque les deux arrivent en quelque sorte à communiquer un petit peu par télépathie. Tout va donc à peu près pour le mieux jusqu'au jour, ou plutôt jusqu'au soir, où un événement va arriver et va complètement chambouler toute l'organisation de la famille, toute la vie de cette jeune fille. Et je ne vous en dis pas plus, mais mon Dieu, que c'était bien, que j'ai adoré retrouver ce Jack Ketchum que j'aime tant, qui sait si bien dépeindre et écrire sur les liens familiaux, sur les sentiments humains, qu'ils soient bons ou mauvais. Ce roman m'a pour le coup énormément rappelé un autre de ses titres qui est donc Fils unique, dans lequel aussi il va mettre en scène une famille plus que dysfonctionnelle, dans lequel il se passe des choses affreuses. Jack Ketchum était également l'auteur du roman Une fille comme les autres, qui mettait en scène un fait divers qui a véritablement existé, sur lequel j'avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée. Et vraiment, il était plutôt, parce que malheureusement cet homme est décédé, il était extrêmement doué pour ce qui est d'écrire ces histoires d'une noirceur folle, pour aller disséquer comme ça les liens familiaux complexes. Vraiment, lisez Comme un chien, parce que c'était juste génial. Il faut d'ailleurs savoir que Jack Ketchum était un grand ami de Stephen King, et c'est vrai que je retrouve finalement ce don particulier chez ces deux auteurs, qui est celui d'écrire si bien sur l'humain, sur ses sentiments, sur l'âme humaine, sur ce que l'humain est capable de sortir de meilleur comme de pire. Voilà, je trouve que vraiment ces deux auteurs sont extrêmement talentueux pour ce qui est d'écrire sur l'humain. J'ai ensuite intitulé la seconde catégorie de mes tops « Il a mérité tout son pataquès ». Oui, pataquès. Je voulais dire en 2023, je continue avec mes expressions qui datent de Mathusalem,
mais que j'apprécie tout particulièrement. Et j'ai donc mis dans cette catégorie Une bête au paradis de Cécile Coulon. Parce que vous n'allez pas me dire le contraire, j'ai l'impression que lorsque ce roman est sorti, toute la presse était en train de l'encenser, toutes les chaînes Booktube n'en ont dit que du bien. Forcément, moi, comme d'habitude, lorsqu'il y a un trop gros battage médiatique autour d'un roman, j'ai tendance plutôt à y aller à reculons. J'ai donc attendu que la hype redescende. Et puis un jour, comme ça, en bouquinerie d'occasion, je suis tombée sur ce titre. Et je me suis dit, tonton, je vais essayer de m'en faire mon propre avis. Parce qu'apparemment, tout le monde avait adoré et qu'il faut pas mourir bête. Et je me suis donc laissée tenter. Et mon Dieu que j'ai bien fait, parce que là encore ce fut une merveilleuse lecture qui m'a totalement emportée, une lecture aussi dans laquelle les personnages tiennent vraiment la place centrale et donnent toute la dimension et l'intérêt vraiment à l'histoire. Dans Une bête au paradis, on va vraiment être dans un roman noir rural dans le même esprit qu'a l'habitude d'en écrire Franck Bouys. On va suivre plus particulièrement un frère et sa sœur qui vont être recueillis par leur grand-mère dans une ferme au fin fond d'un petit patelin à la campagne. Ils vivent vraiment une vie très simple, très rude et dans laquelle le travail à la ferme occupe vraiment la majeure partie de la journée. Et puis autour d'eux vont graviter 2-3 autres personnages qui vont embarquer nos protagonistes principaux dans différents choix de vie, choix de destin et qui vont faire parfois basculer l'histoire. Et mon Dieu, que cette histoire était à la fois noire et à la fois tellement belle. J'ai adoré. Là encore, j'ai trouvé que Cécile Coulon était très forte pour dépeindre les sentiments humains. J'ai surtout adoré, j'ai envie de dire cette simplicité, mais en fait cette fausse simplicité qu'elle a réussi à mettre dans son écriture. On est quand même avec des personnages principaux qui sont des gens très simples de la campagne et je trouve qu'elle a su garder vraiment cette idée pour mettre en forme tout son roman. Et pour autant, malgré cette fausse simplicité, elle a su développer toute la complexité de l'humain, toutes les facettes des sentiments et pour ça, elle n'a pas eu besoin de partir dans des envolées lyriques ou dans des phrases aux tournures complexes ou quoi que ce soit. Non, elle a toujours su avoir une plume, j'ai trouvé très, très juste, très incisive, qui va à l'essentiel et qui pourtant tombe juste à chaque fois. Bref, tout ça pour vous dire, lisez Une bête au paradis. Si vous aimez les romans noirs, les romans qui portent sur l'humain, alors je pense que vous allez juste adorer. Et pour ma part, merci le pataquès, parce que j'avoue que sans ça, je ne me serais peut-être jamais retournée sur ce titre, et ça aurait été franchement dommage. La quatrième catégorie, je l'ai intitulée Une femme avec des coronesses que je ne risque pas d'oublier. Oui, c'est un peu long, mais vraiment, ça résume tout à fait le personnage. Et pour cela, j'ai donc mis dedans Dolores Claiborne de Stephen King. Et ben oui, forcément, il ne pouvait en être autrement, vous vous en doutez, il devait y avoir du Stephen King dans mes tops 2022. Soyons sérieux, on est sur ma chaîne, la mienne. Hein. Je pense que je vous parle assez souvent de cet auteur pour vous douter qu'il y avait au moins un de ses titres qui allait se retrouver dans ce palmarès. Alors j'ai pas fait le compte, mais en 2022 j'ai quand même lu quelques King et vraiment Dolores Claiborne est l'un des titres qui m'aura, je pense, le plus marqué. C'est l'un des titres qui fait partie de ce que l'on appelle un peu vulgairement en français, parce que ce n'est pas du tout le cas en VO, la trilogie des femmes battues, donc qui regroupe Dolores Claiborne, Rose Madder et Jessie. 3 titres d'ailleurs que j'ai lus. Et mon Dieu que j'ai adoré Dolores Claiborne. Alors tout d'abord j'ai adoré la forme de ce roman parce que tout ce roman n'est qu'un seul et même monologue tenu par Dolores Claiborne lorsqu'elle est interrogée au poste de police, parce que l'histoire commence où Dolores est accusée du meurtre de sa patronne donc chez qui elle vivait, une vieille femme pour qui elle était un petit peu femme à tout faire. Et Dolores Claiborne n'en démord pas, elle dit non, je suis innocente, je n'ai absolument pas tué ma patronne. Par contre, il est vrai que j'ai peut-être assassiné mon mari il y a de ça une bonne vingtaine d'années. Et donc grâce à son récit et à de nombreux flashbacks, on va retracer toute l'histoire de cette femme
Et mon Dieu que cette femme a une vie dingue. Comment elle a toujours su prendre les choses à bras-le-corps pour s'en sortir et pour faire ce qui lui semblait être juste. Et ouais, j'ai vraiment aimé que ce soit la forme ou le fond de cette histoire. Dolores Claiborne est vraiment un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Un personnage qui est loin d'être tout blanc, mais que je trouve formidablement bien écrit. Et vraiment, si vous souhaitez tenter un King, lisez Dolores Claiborne parce que c'est génial. Parce qu'il n'y a pas de fantastique, parce que c'est un King qui n'est pas très long, il doit faire peut-être 350 pages, parce que la forme est hyper originale et parce que vraiment on est centré autour d'un personnage qui vaut vraiment le détour. Je me suis plantée d'ailleurs, hein, la catégorie que je viens de vous présenter, c'était la 3e, et donc la 4e, elle, je l'ai intitulée « La petite brique aux multiples facettes » et j'ai donc mis dedans « Rose Madder » de Stephen King. Promis, après il n'y a plus de King. Hein, voilà, il y en avait 2, ils sont là, mais que voulez-vous, ils ont eu de très bonnes notes. Donc forcément, ils allaient se retrouver dans mes tops. Alors, comme je le disais, hein, Rose Madder est donc un autre de ces romans de la trilogie des femmes battues. Alors pour le coup, je reconnais que j'ai adoré cette lecture, mais que je l'ai quand même un peu moins aimée que Dolores Claiborne. Vous l'aurez compris déjà, au niveau de la taille, là pour le coup, Rose Madder, on est sur de la bonne bricasse qui fait quelque chose comme 600 ou 700 pages dans mes souvenirs. On est là encore centré sur une femme, mais alors là une femme, lorsqu'on la rencontre, je vous dis pas la vie qu'elle a, franchement elle se fait battre comme plâtre par son mari qui est la pire ordure qui soit, mais franchement pour le coup l'auteur l'a bien réussi dans le genre. Je peux même pas le dire parce que je vais être obligée de me censurer, mais vraiment type que l'on a envie de tuer. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, tellement ce type est horrible. Mais ce que j'ai vraiment adoré dans Rose Madder, c'est les multiples facettes de cette histoire, c'est l'évolution de ces personnages, c'est tout ce que l'auteur a su y mêler, le côté fantastique, le côté romance, parce que oui, parfois, je l'ai déjà dit, Stephen King mêle de la romance dans ses histoires et je crois que c'est les seules romances vraiment que j'apprécie. Une histoire vraiment aux multiples facettes qui est ultra intéressante, qui demande un peu d'engagement lecture mais qui je pense mérite vraiment d'être découvert. Et si l'idée des combats, des femmes comme ça qui veulent sortir de l'emprise d'un homme vous intéresse, alors je pense vraiment que ce titre pourrait vous plaire. La catégorie suivante s'intitule « Une lecture importante » et on va rester dans la même thématique puisque j'ai mis dedans La deuxième femme de Louise May, qui est également un roman qui va traiter de l'histoire d'une femme qui va être sous l'emprise totale d'un homme qui va lui faire vivre l'enfer. Mais là encore, j'ai trouvé la forme du roman très intéressante et en plus de ça, vraiment utile à l'histoire puisque l'on va être dans une écriture très introspective, on va être dans la tête de cette femme qui vit avec cet homme qui au début va la charmer et ensuite va faire en sorte vraiment de l'avoir sous sa coupe, de lui retourner le cerveau et j'ai intitulé cette catégorie une lecture importante parce que vraiment c'est un titre qui, au-delà de renforcer certaines convictions personnelles, m'a surtout permis d'ouvrir les yeux sur les mécanismes et les rouages mis en place par ce type de personnalité perverse qui font que ces femmes n'arrivent parfois juste pas à partir du domicile familial. On se dit parfois, mais attendez, avec tout ce qu'elles vivent, comment juste peuvent-elles rester avec ce genre de type ? Eh bien, lisez dans ce cas-là La deuxième femme parce que vraiment ça apporte un éclairage sur ce qui fait que malheureusement ces femmes battues restent sous emprise de ces hommes et restent attachées à leur domicile, attachées à leurs relations et c'était juste pour ça une super lecture, en plus de ça hyper intéressante et enrichissante. Catégorie 6, je l'ai intitulée Découverte d'un super auteur et j'ai mis dedans Iboga de Christian Blanchard. Je crois d'ailleurs qu'en 2022, j'ai lu 2 romans de Christian Blanchard. Iboga était donc le tout premier et ça a été pour moi une super découverte. Je n'avais jamais lu cet auteur, je n'en avais d'ailleurs jamais entendu parler
Et vraiment, j'ai adoré ce roman. Un roman dans lequel on va principalement suivre un homme qui est donc en prison, qui doit normalement être exécuté, mis à mort parce qu'il a assassiné plusieurs personnes, qu'il a été jugé pour ça. Et on va le voir au travers de différentes années d'attente qu'il va donc passer dans cette prison, au travers aussi des liens et de relations parfois conflictuelles et parfois amicales qu'il va tisser avec les matons de la prison. Et j'ai trouvé que l'auteur était très fort parce qu'il a vraiment réussi à me faire développer une énorme empathie pour cet homme qui pourtant, rappelons-le, est dans l'histoire un tueur hein, qui a assassiné des gens, mais j'ai trouvé que c'était une histoire tout en nuances de gris, pareil, qui met vraiment au centre des destinées malheureuses, des sentiments humains, et bref, c'est un roman là encore pas très long, dont je n'ai jamais entendu parler nulle part, et c'est vraiment dommage parce que je vous assure qu'il en vaut vraiment le détour, donc je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de pouvoir reciter ce titre et en remettre une couche et vous dire lisez Iboga de Christian Blanchard, parce que franchement, c'était top moumoute. Oui, je vous l'ai dit, expression de mamie, en 2023, ce sera mon credo. 7e catégorie, elle s'intitule Les graphiques, c'est chic, et je vais très vite passer dessus, mais dedans, j'ai donc mis le tome 2 de la bande dessinée Dans la tête de Sherlock Holmes, écrite et donc dessinée par Cyril Liéron et Benoît Dahan, une BD qui est donc en 2 tomes, absolument magnifique, qui va donc s'attarder plus précisément sur le côté mémoire. Comment on dit? C'est pas cinétique. Vous savez, ces gens qui ont une mémoire absolument incroyable et qui retiennent tout. Et sur le concept de palais mental que l'on retrouve chez Sherlock Holmes. Le tout avec des dessins, des mises en crayonné juste magnifiques. Si vous êtes adepte de Sherlock Holmes, foncez. Si vous aimez les beaux dessins avec de multiples détails, foncez. Bref, si vous avez, je crois, une trentaine d'euros à perdre, investissez dans le tome 1 et le tome 2 de Dans la tête de Sherlock Holmes, parce que, croyez-moi, c'est une bande dessinée juste magnifique sur laquelle vous pouvez passer des heures à regarder tous les détails. C'est juste dingue. La 8e catégorie, je l'ai intitulée Sans grande surprise. Et sans grande surprise parce que dedans, j'y ai mis Né d'aucune femme de Franck Bouis. Et oui, Franck Bouis est un de mes auteurs chouchous, je vous en parle régulièrement. Ceci dit, je rappelle tout de même, hein, comme j'ai dit je crois en début de vidéo, que l'année dernière, l'un de ces titres, pour autant, s'était retrouvé dans mes flops. Comme quoi, rien n'est gagné d'avance avec aucun auteur. Et donc cette année, hurrah, heureusement, Franck Bouis se retrouve pour le coup dans mes tops avec Né d'aucune femme. Vraiment, je suis en train de me dire que 2023 aura été l'année des romans noirs plutôt dramatiques mettant au cœur d'histoire les sentiments et les turpitudes de l'âme humaine, parce que c'est encore ce qu'on va y retrouver dans Né d'aucune femme. On va y suivre le destin d'une jeune fille qui va être vendue à un homme horrible chez qui elle va vivre, et voilà, toute une histoire va découler de ça. On va avoir un récit qui va osciller entre deux temporalités qui bien sûr vont se répondre et qui à un moment vont se rejoindre, et le tout sous l'écriture de Franck Bouis, avec cette plume qui sait si bien mettre en scène les drames ruraux. Je ne dirai jamais assez, si vous aimez les belles plumes, le terroir français, le fait de disséquer comme ça les sentiments humains, lisez Franck Bouis. Ça ne peut que vous plaire. La 9e et avant-dernière catégorie s'intitule Le bouquin est aussi bon que le film, et dedans, sans grande surprise, j'y ai mis Shutter Island de Dennis Lehane. Shutter Island, je connaissais donc par cœur le film, et du coup j'avoue que j'avais une petite appréhension à lire le roman, parce que je me suis dit, je connais déjà tellement le film par cœur, vais-je y trouver un intérêt? Ça m'avait fait la même chose avec La ligne verte de Stephen King, et j'ai bien fait de le lire parce que, ouais, vraiment, le roman est à la hauteur du film, est aussi bon. L'écriture de Dennis Lehane dans
ce roman tient du génie, mais vraiment, tout est bon, tout est parfait. Il n'y a rien acheté dans ce roman. Et si vous avez la chance de ne jamais avoir vu le film Shutter Island, alors jetez-vous sur le roman de Dennis Lehane. Vraiment, allez-y, c'est du thriller au cordeau, aux petits oignons, comme on en fait très rarement. Et enfin, je terminerai ma liste des top 2022 avec la 10e catégorie que j'ai intitulée Suite d'émotions et Kleenex à foison, dans laquelle j'ai donc mis Betty de Tiffany McDaniels. Je pense que, très sincèrement, si je ne devais retenir qu'une lecture de 2022, ce serait Betty. Et pourtant, là encore, c'est un titre pour lequel j'y suis franchement allée à reculons parce que là aussi, hein, tout un pataquès autour, mon Dieu, c'est génial, c'est magnifique, chef-d'œuvre, etc. En plus de ça, c'est une bricasse, donc les deux mis ensemble, j'avoue que je freinais un petit peu des cas de fer. Puis un jour, je me suis lancée et mon Dieu, ce que j'ai bien fait. Ce roman, si vous saviez. Cette histoire, c'est à la limite entre un roman, une fiction et une autobiographie, ou plutôt une biographie, puisqu'il me semblerait que Tiffany McDaniels se soit largement, très largement inspirée de la vie de sa mère pour écrire cette histoire. On va suivre donc la jeune Betty durant plusieurs années, et même d'ailleurs son histoire avant sa naissance, puisque sa mère est donc une blanche américaine de parents catholiques, il me semble, et son père est un Amérindien, et forcément on est dans les années 50, 60 je crois. C'était vraiment pas très bien vu, et Betty va donc grandir entre ses deux parents de cultures diamétralement opposées, avec autour d'elle toute une fratrie de frères et sœurs, et il va leur arriver plein de choses, plein malheureusement de malheurs. J'ai eu dans ce roman des scènes absolument horribles, des scènes affreuses à lire. Alors attention, il y a une scène de torture sur animal que j'ai lue, je pense, vraiment en apnée avec l'envie de vomir, mais qui en même temps avait toute son utilité dans le roman. Cette histoire, c'est une succession d'émotions, que ce soit de la compassion, de la haine, de la rage, de la tristesse par moments. Pourtant, je pleure très difficilement avec un livre, mais là, je pense que j'ai dû retenir mes larmes à peu près 5 fois durant cette lecture. Il y avait des passages vraiment à fendre le cœur. C'est une histoire tellement riche, tellement complexe. Juste, ne vous arrêtez pas au nombre de pages et tentez ce roman, parce que même si là encore il demande peut-être un petit engagement de lecture, je vous assure que vraiment l'expérience en vaut la chandelle, parce que ce roman est juste fou et parce qu'il m'a fait ressentir une palette d'émotions comme très peu de romans ont réussi à le faire. Bon, j'ai l'impression que ça fait déjà à peu près 2 heures que je parle, donc je propose que l'on passe rapidement sur mes résolutions pour 2023, sachant que de toute façon, on va dire que je me mets pas vraiment de résolutions très strictes. Un peu comme dans la vie, je vous avoue. Alors rapidement, quelles sont mes résolutions livresques pour l'année à venir? Eh bien, tout d'abord, et là encore sans grande surprise, j'espère continuer vraiment à me régaler avec des King. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais j'ai pour projet de lire tous les romans de l'auteur. Et à chaque fois, ou presque, c'est toujours des purs moments de plaisir. Je suis d'ailleurs en ce moment même dans un King, et je vous avoue que c'est comme un retour à la maison. C'est vraiment un auteur qui me plaît, qui me parle et qui m'embarque totalement dans son univers. Et bref, vous l'aurez compris, vous n'avez pas fini d'entendre parler du King sur la chaîne. Pour 2023, j'ai aussi une autre résolution que j'avais déjà commencé à mettre en place en 2022, c'est de ne jamais me forcer à faire des vidéos, à produire des vidéos pour la chaîne. Et tant pis si parfois il y a des semaines où il n'y aura pas de contenu. Mais voilà, je me rends compte que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, ce n'est pas quelque chose qui serait même bénéfique de toute façon pour vous. C'est quelque chose qui aurait plutôt tendance, je pense sur la longue, à me dégoûter un peu de la chaîne. Donc voilà, en 2023, encore plus que jamais, je m'écoute, je fais selon mes envies, selon mes capacités, mon temps,
Parce que croyez-moi, le temps et mes journées sont plus que comptés. Et puis j'espère juste que ça continuera à vous plaire et que vous resterez nombreux sur la chaîne. Dans la même veine, en 2023, je veux plus que jamais, encore et toujours, avant toute chose, écouter mes envies. Je pense que avec les années, j'ai appris, que ce soit pour mes choix de lecture ou que ce soit pour mes achats livresques, à me faire confiance et à écouter mes envies profondes parce qu'en général, c'est plutôt ça qui m'a réussi. Autre résolution, et alors là pour le coup, je vais vraiment essayer de m'y tenir, j'aimerais vraiment pour cette nouvelle année avancer un max, voire potentiellement en terminer certaines, mes sagas, parce que j'ai beaucoup trop de sagas en cours et ça ne va plus. Déjà pour mon côté psychorigide, ça me saoule de voir autant de sagas commencer non clôturées, parce qu'en plus de ça, je me dis qu'il y a potentiellement des sagas dont je vais oublier ce qui se passe dans les premiers tomes avant d'arriver à les clôturer. Donc j'ai prévu de vous faire une vidéo pour faire un petit point, un petit topo sur mes sagas en cours. J'ose espérer trouver le temps et la motivation de vous la tourner un jour parce que je vous avoue que j'ai tellement de sagas que je ne sais pas par quel bout prendre tout ça pour vous faire une vidéo cohérente et intéressante. Mais donc voilà, je croise les doigts pour que 2023 soit l'année de la saga. En 2023, j'espère continuer à acheter moins de livres et de façon plus raisonnée et donc par logique également à faire baisser un peu ma palle. Je sais pas si vous en êtes rendu compte en 2022 parce que j'ai tendance à étaler un petit peu mes achats tout au long de l'année et à vous faire comme ça des book hauls un peu de façon régulière. Ce qui fait qu'en fait je ne vous présente pas mes achats livresques au moment où je les achète, mais je les étale vraiment tout au long de l'année. Mais croyez-moi, je dirais à partir de la moitié de l'année 2022, j'ai beaucoup moins acheté de livres. J'ai beaucoup moins acheté de livres aussi d'occasion, j'ai beaucoup moins fait de sorties en bouquinerie. Finalement, les achats que j'ai fait dernièrement étaient des achats beaucoup moins conséquents et beaucoup plus des achats neufs de titres que je voulais vraiment très spécifiquement. Et j'espère donc que ça va continuer en 2023, tout d'abord parce que j'ai déjà beaucoup de livres à la maison. Alors c'est pas le nombre qui me dérange, c'est juste que je les vois tous là et qu'il y en a tellement qui me font déjà envie dans ma pile à lire que je n'ai pas envie de me ramener d'autres titres qui vont encore plus me donner envie et plus me frustrer parce que je n'ai pas le temps de tous les lire en même temps. Je pense qu'en 2023, vous verrez beaucoup moins de book haul sur la chaîne et j'ai très envie de me concentrer vraiment sur déjà les pépites. En tout cas, j'espère que ce seront des pépites qui m'attendent dans ma pile à lire. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je croise les doigts, j'espère lire plus de 100 livres durant cette année. Mais là encore, pas de grosse pression, hein. Si j'y arrive tant mieux, si pas, c'est pas grave. J'aimerais aussi en 2023 arriver à me tenir à jour au niveau de mes chroniques sur le site. Je remets donc ici mon site qui est donc readtrip.fr sur lequel vous retrouvez toutes mes chroniques, sur lequel vous pouvez aussi géolocaliser les livres selon les lieux où se passent les histoires, selon les lieux importants pour les auteurs, etc. Bref, je vous laisse aller y faire un tour et découvrir tout ça. J'aimerais aussi potentiellement trouver du temps pour pouvoir réécrire des articles de blog sur certaines thématiques sur mon site. On croise les doigts, mais là encore c'est une résolution que j'aimerais vraiment bien tenir. En tout cas, que je mets en top priorité pour cette nouvelle année. Autre résolution qui n'est pas en fait une résolution, mais qui serait peut-être un petit souhait, pourquoi pas potentiellement passer la barre des 5000 abonnés. Ce serait un truc de dingue. Là encore, mais alors, aucune pression du tout. Si on y arrive, tant mieux, si pas, RAF. Vraiment, je sais que le nombre d'abonnés sur ma chaîne par rapport à plein d'autres chaînes Booktube est assez ridicule, mais je m'en fiche complètement et je suis juste super heureuse d'avoir déjà ce nombre d'abonnés qui pour moi, à mon niveau, me paraît incroyable. Et surtout, je préfère 1000 fois vous garder, vous là, à ces petites communautés, mais tellement bienveillantes comme vous êtes, plutôt que d'avoir une chaîne à 50 000 abonnés, mais de manger dans la tronche tous les jours des commentaires négatifs. Donc voilà, juste
Bon, le chiffre rond de 5000 est plutôt sympathique. Je me dis, ouais, si on y arrive, ce sera juste un truc de dingue. Et en même temps, j'étais déjà complètement folle quand j'avais passé les barres des 100 abonnés à l'époque. Donc ouais, je vous dis, déjà le nombre qu'on est là, ça me paraît juste fou. Quand je repense au chemin parcouru, jamais je n'aurais imaginé avoir 4600 abonnés un jour sur la chaîne. Donc tentons les 5000 et puis si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On reste entre nous et ce sera aussi très bien comme ça. Et puis finalement, mon grand mot d'ordre et ma grande résolution pour 2023, ce sera tout simplement de continuer à prendre du plaisir sur cette chaîne et à être dans le partage avec chacun d'entre vous parce que c'est juste pour ça, c'est vraiment la base qui fait que je continue à faire vivre cette chaîne et pour ça j'espère vraiment que vous continuerez à être au rendez-vous, que vous continuerez à échanger avec moi, à me donner des petits tips, à me donner des références de livres que vous avez adorés. J'espère qu'on va continuer comme ça, dans la bonne humeur, dans la bienveillance et continuer à avancer ensemble et à faire vivre cette chaîne. Et surtout, à parler bouquins et à créer tout cet engouement et cette émulgue autour des livres que l'on aime tant. Sur ce donc, parce que j'ai parlé depuis bien trop longtemps, parce que j'ai l'impression que cette vidéo va littéralement durer 3 heures, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que déjà ça va être indigeste pour moi à monter. Mais bon, on y croit, je vais y arriver. Vous l'avez donc compris, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout à me donner vos top flops à vous de 2022. Parce que potentiellement ça pourrait m'aider à faire un petit peu des choix de lecture pour 2023. Et bien sûr, vous le savez, comme toujours, je vous laisse en vous souhaitant paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!